voudrais aborder une question qui est intéressante et qui concerne directement la question du parti, de pourquoi on insiste autant sur un parti. Et pourquoi on insiste autant sur la clarté, la clairvoyance théorique de ce parti. Et on peut prendre cette question sous l'angle de la différence qu'il y a entre les révolutions bourgeoises, comme celle de 1789-93 en France, et la révolution socialiste. Dans les deux cas, ce sont des révolutions. Dans les deux cas, comme ce sont des révolutions, elles impliquent la participation des masses. La Révolution française de 89-94, comme les révolutions socialistes, sont des mouvements de masse. C'est l'essence même d'une révolution. Mais les conditions subjectives du succès de ces révolutions sont différentes dans le cas d'une révolution bourgeoise et dans le cas d'une révolution socialiste. Et c'est lié à quelque chose qui est objectif et qui est la différence qu'il y a entre la position de la bourgeoisie avant la conquête du pouvoir, avant qu'elle ne prenne le pouvoir dans une révolution bourgeoise, et la position de la classe ouvrière qui doit prendre le pouvoir dans une révolution socialiste. Quelle est cette différence? La bourgeoisie française, par exemple, avant de conquérir le pouvoir, occupait déjà dans l'ancien régime, une position, des positions avancées sur le plan économique. Les rapports de production capitaliste avaient commencé à se développer à l'intérieur du mode de production féodal. Les banquiers, les grands industriels, vous savez que la monarchie était endettée auprès de grands bourgeois. Les bourgeois avaient des positions, même dans certaines fractions de l'appareil d'État, les administrations, les tribunaux, les universités, les écoles, etc., dans la presse, dans les parlements municipaux. La bourgeoisie avait des positions économiques très significatives, des privilèges. C'était pas les petits paysans, c'était pas les petits artisans. Je parle de la bourgeoisie qui allait se saisir du pouvoir d'État plus tard. Elle avait déjà commencé à s'orienter dans la direction de devenir la classe dirigeante. Elle était simplement empêchée par les vestiges du régime féodal, par la structure économique, juridique, politique du régime féodal, les privilèges, etc. Mais elle avait déjà des positions. Alors qu'il en va tout autrement de la classe ouvrière. La classe ouvrière, c'est désormais en France la classe la plus nombreuse, on l'a bien répété ce week-end, mais elle ne dispose d'aucun avantage, ni économique, ni d'aucune position politique avancée dans le cadre du régime capitaliste. Et par-dessus le marché, la classe ouvrière doit, elle, renverser l'ensemble du système, réorganiser la totalité de la vie économique et sociale, là où la bourgeoisie, en réalité, devait consolider ses propres privilèges, consolider sa propre position et ouvrir la voie au développement de rapports de production capitalistes qui avaient commencé à se développer à l'intérieur du régime féodal. Les rapports de production communistes, non déplaise à Bernard Friot, ne se développent pas à l'intérieur du capitalisme. Il n'y a pas de déjà-là communiste sous le capitalisme. Vous avez des rapports de production capitalistes, point barre. Dès lors, qu'est-ce qui reste à la classe ouvrière? Quels sont les avantages de la classe? Quels sont les outils de la classe ouvrière? Rien d'autre que sa propre force collective, ses organisations syndicales et politiques, son organisation, son programme et ses idées. C'est ça le capital de la classe ouvrière et le seul qui lui permet d'envisager la conquête du pouvoir. Ceci signifie au passage que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, une révolution ne peut être victorieuse, réellement victorieuse, que si le parti qui la dirige a une conception claire scientifique de ce qu'il doit faire et de la société qu'il vise, du type de société qui va se développer après la conquête du pouvoir. Ce qui n'était pas le cas des plus grands révolutionnaires, par exemple pendant la Révolution française. Robespierre, Marat, Saint-Just, Danton et les autres étaient des géants, aucun doute, étaient des grands révolutionnaires, aucun doute.
Ils ont joué un rôle indiscutablement, et si on veut, les Jacobins étaient une sorte de parti révolutionnaire, mais quand vous lisez les discours de Robespierre à la Convention, les discours des grands révolutionnaires français, vous voyez qu'ils parlent de quoi? Ils ne sont pas en train de dire « nous devons lutter pour une société où les rapports de production capitalistes vont se développer, où la course au profit, la plus-value, etc. » Non, non, bien sûr. Ils étaient pour la liberté, l'égalité, la fraternité. Ils étaient convaincus, intimement convaincus, qu'ils allaient ouvrir la voie à une société juste, égalitaire, humaine, enfin tout ce que vous savez. Ils ne se rendaient pas compte qu'en réalité, ils ouvraient la voie à la domination de la bourgeoisie sur d'autres classes et à la société que nous voyons aujourd'hui. Il en va autrement des marxistes qui savent précisément comment prendre le pouvoir, sur la base de quel programme, quelle stratégie, quelle tactique, et qui savent précisément quel type de rapport de production nous allons établir après la révolution socialiste, et comment la société, dans ses grandes lignes, va évoluer sous le socialisme puis sous le communisme. C'est une différence qualitative fondamentale entre révolution bourgeoise et révolution socialiste, et c'est une différence qualitative qui souligne l'importance de la formation théorique et politique de nos camarades et qui, à elle seule, justifie l'organisation d'écoles comme celle-ci.